10 suggestions de livres. Alors, j'ai décidé à présent de faire un palmarès par rapport aux 10 livres que je suggérais aux gens, s'il y en a que ça intéresse de lire. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on m'aurait posé la question il y a 5 ans, c'est quoi tes 10 livres préférés? Ou si on me la pose dans 10 ans, ça risque de varier parce qu'après tout, on change avec le temps. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter certains livres que j'apprécie particulièrement présentement. Donc, tout d'abord, si on me pose la question, si tu vas sur une île déserte et tu n'as seulement un livre à amener avec toi, lequel amènerais-tu? Et ma réponse serait la suivante: Dialogue avec l'invisible de Bernard de Montréal. Alors, j'ai choisi ce livre-là en priorité parce que je trouve que c'est un livre qui est extrêmement intéressant, qui est écrit sous la forme de questions-réponses. Et dans ce livre, d'un côté, il y a Bernard de Montréal là, qui va poser des questions et interagir avec une entité systémique. Donc, ce livre me ramène au fait qu'il peut être possible de vivre également un dialogue avec l'invisible, c'est-à-dire avec mon esprit, avec ce que certains appellent le double, l'ajusteur de pensée. Et ce contact intérieur avec l'invisible peut nous amener à nous renseigner nous-mêmes de manière autonome, en communiquant avec lui de manière télépathique au niveau de la pensée, sur une multitude de sujets et d'avoir accès à un savoir de nature vibratoire. Donc, on sent une vibration quand on lit ce livre-là de fond particulière qui s'y rapporte. Donc, si vous lisez n'importe quel passage, vous prenez des passages au hasard dans le livre, comme des fois je le fais, vous pouvez goûter à une vibration qui est liée à celle qui a été émise au moment de l'échange entre Bernard et l'entité avec laquelle il y avait une communication. Là. Donc, on peut ressentir ça. En tout cas, dans mon cas, je le ressens. Je vais parler de ce que je vis. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ce livre-là, c'est que si on comprend qu'on peut communiquer avec l'esprit pour accéder à toute forme de savoir et qu'on a la capacité ensuite de le faire, à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de lire d'autres livres pour s'instruire. Nous sommes autonomes psychiquement dans notre accès au savoir, donc de par notre intériorisation. Donc, si on comprend le principe qui est derrière ce livre, donc le principe de formuler des questions puis d'avoir des réponses qui proviennent de l'invisible, ben, ça peut nous éviter par la suite de lire plusieurs livres inutilement dans le domaine de la conscience. Donc, autrement dit, l'importance par rapport à ce livre-là, c'est pas nécessairement son contenu par rapport aux choses qu'il nous dit à l'égard de l'invisible. C'est plutôt au niveau de la forme du dialogue qui est occasionné par le livre qui nous amène à réaliser que quelque part, nous aussi, on peut communiquer avec l'invisible et nous aussi, on peut avoir des réponses à des questions impossibles au niveau de l'intellect. Donc, on peut avoir accès à un savoir de nature vibratoire. Et juste pour cette réalisation, ce livre me semble fondamental. Et c'est la raison pour laquelle je le choisirais si j'avais à aller sur une île déserte et retenir seulement un seul livre, parce que en lisant ce livre, je peux ressentir des mises en vibration qui me donnent accès à d'autres savoirs, parce que pendant que je lis le livre, je peux communiquer simultanément avec mon esprit. Du fait de percevoir quelqu'un qui vit une communication avec l'esprit dans un livre où il canalise du matériel, m'amène à me mettre en vibration moi-même et à canaliser du matériel qui n'a aucun lien avec celui présenté dans le livre. Autrement dit, d'observer quelqu'un qui vit un dialogue intérieur m'amène à en vivre un simultanément et d'avoir accès à des informations qui n'ont pas rapport. Donc, autrement dit, je peux lire le livre et ça peut me mettre en vibration par rapport à des sujets qui ne sont pas abordés, ou je peux être en communication interne, avec l'esprit, puis là, je pose des questions. Bon, par rapport à mon auto, est-ce que je devrais changer d'auto? Là, ça va me dire oui, ça va me dire non, là, je vérifie si ça a du sens. Donc, j'utilise le fait de percevoir quelqu'un qui vit une communication comme tremplin pour me mettre moi-même en communication puis aller chercher des réponses. Et si on intègre ce principe-là, bon, on n'a pas besoin de lire 36 000 livres sur la conscience, parce qu'on a l'essentiel. Donc, c'est le point que je voulais amener.
Donc, suggestion de lecture. Deuxième suggestion, il y a le livre qui s'intitule « Le journal de Démiurge, tome 1, Ascension d'un penseur dans la société » d'André Moreau. Donc, c'est un livre qui présente les pages de son journal personnel de l'année 1962 à celle 1977. Donc, André Moreau, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe québécois ayant créé la philosophie du jovialisme, qui est une philosophie du bonheur, de la fête. Et il parle dans son livre, entre autres, là, de son rapport avec l'être. Donc, c'est sûr que l'être, ça me fait penser un peu au concept du double, de l'ajusteur de pensée, de l'esprit, de la petite voix intérieure, et ainsi de suite. Mais il a développé un concept particulier, celui d'être, comme étant une dimension qui se rapporte à l'être humain volontairement conscient, qui est au-delà du corps physique. Donc, c'est un aspect à explorer. C'est sûr qu'il a écrit aussi des traités par rapport à l'être, des traités extrêmement volumineux là, qui présentent plusieurs centaines de pages. Mais mon intérêt par rapport à André Moreau m'a amené plus particulièrement à tourner mon attention vers son journal personnel parce que dans son journal, il parle d'événements qu'il vit dans son quotidien. Et par rapport à lui, je peux quand même vous lire une petite citation en lien avec son œuvre colossale, là, parce qu'il a écrit près de 120 livres différents. C'est un écrivain qui est extrêmement prolifique, bien que présentement, il ne passe plus dans les médias de masse. Il a néanmoins continué au fil des ans, parce que ça fait quand même depuis peut-être 1998 qu'il y a moins de visibilité médiatique. Mais depuis ce temps-là, et depuis d'ailleurs sa jeunesse, il écrit toujours. Et au fil du temps, ça représente des milliers et des milliers de pages qu'il a écrit au cours de son existence. Peut-être même qu'il va battre l'un des records Guinness en matière d'écriture, notamment par rapport aux rêves qu'il note soigneusement dans son journal. Donc, il y en a une quantité extrêmement grande là, d'écrites. Mais par rapport à lui et son mouvement, le jovialisme que je veux parler un petit peu, je vais vous amener à l'essentiel de mon point de vue de son mouvement à travers cette citation. J'ouvre les guillemets. Être un jovialiste, c'est n'avoir aucun maître, aucun dieu, aucune religion, aucun parti, aucune famille. C'est être à soi-même la source de sa joie dans l'ouverture infinie aux hommes et à l'univers. C'est pouvoir se retrouver dans son être et sentir qu'on incarne en soi la puissance de ce paradis que les autres imaginent dans le ciel. Donc voilà, en fermant les parenthèses, une citation tirée de son livre « Ma conception de l'optimisme » d'André Moreau. Donc c'est une citation révélatrice sur l'aspect très individualiste par rapport au jovialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun maître, aucun dieu, aucune religion. Donc, il n'y a pas personne qui dit quoi faire et la personne apprend à interférer elle-même dans sa vie plutôt que laisser le soin aux autres et aux forces de le faire. Donc, c'est un élément intéressant qui va rejoindre le supramental. C'est sûr que par rapport à André Moreau, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit, là, bien entendu. Et c'est la même chose pour toutes les personnes qui ont attiré mon attention, là, que ce soit Bernard de Montréal, Daniel Kemp et ainsi de suite. Donc, par rapport à André Moreau, pourquoi j'ai choisi dans son œuvre, qui est quand même assez vaste, là, parce qu'il a écrit des recueils d'aphorismes, des traités, il a écrit également plusieurs livres sur différents sujets. Pourquoi j'ai choisi le premier tome spécifiquement de son journal comme préférence? C'est à cause que dans son journal personnel, ça permet d'aborder son intégration au quotidien de son vécu. Chose qui est très importante là, pour toute personne d'ailleurs qui vive une forme de conscientisation ou d'éveil de la conscience. Là. De mon point de vue, c'est utile de tenir un journal personnel. Et c'est en voyant le journal colossal d'André Moreau, parce que ça, c'est juste un des tomes, là. Il y en a plusieurs, puis il y a des milliers de pages décrites dans son journal qu'il écrit régulièrement.
Ça m'a donné le goût d'écrire un journal il y a plusieurs années. Et depuis ce temps, ça fait quand même depuis l'année 2004 que j'ai commencé à rédiger un journal personnel. Ça m'a aidé à mettre des mots avec précision sur certains événements que je vis et d'en faire une lecture en approfondissement. Donc, ça a son utilité, son journal, et c'est la raison pour laquelle le fait de lire son journal une fois de temps en temps, ça m'a inspiré à en tenir moi-même un. Donc, dans son journal, à différence de d'autres journaux, parce qu'il y a après tout Carl Gustav Jung qui a écrit un journal, il y a d'autres auteurs aussi. Ce que j'apprécie particulièrement de lui, c'est que le fait qu'il nous parle des événements qu'il vit au quotidien, en relation avec les principes et les idées de sa philosophie étant le jovialisme, il est question de son rapport aux médias, sa vie amoureuse et ses conférences. Et c'est un livre que je trouve divertissant et captivant à lire, car il est question, entre autres, de l'incompréhension du public qu'a vécu cet individu. Donc, imaginez un Québécois qui, dans les années 60, va faire des études post-universitaires à la Sorbonne, donc en France. Donc, il a un post-doctorat, donc il est extrêmement qualifié au niveau intellectuel à comparer des gens du Québec qui sont peu éduqués. Donc, quelqu'un de surqualifié dans un contexte où il s'adresse à une population sous-qualifiée. Beaucoup de gens n'avaient même pas complété leur étude secondaire. D'ailleurs, c'est sûr que la question du diplôme d'études secondaires est même pas encore complétée par rapport à l'ensemble des étudiants. Il y a à peu près un gars sur 4 au Québec qui arrête les études sans secondaire sans obtenir de diplôme. Donc, lui, non seulement il avait obtenu le diplôme d'études secondaires, par la suite, il avait fait l'équivalent du cégep, donc un cours classique, ensuite un cours universitaire, un baccalauréat. Ensuite, il a été encore plus loin. Il a complété un doctorat en philosophie et par la suite un post-doctorat. En fait, c'est quelqu'un qui a une très grande quantité de mots dans son vocabulaire. Il est très articulé et c'est sûr que c'est intéressant à lire parce que c'est bien écrit. Il y a un vocabulaire avec beaucoup de mots techniques en lien avec le domaine de la philosophie et le fait que les gens, au niveau du public, ne le comprenaient pas quand il passait à la TV, eh bien, ça donnait place à une forme d'incompréhension comique, dans le sens que les gens pensaient qu'il était un humoriste parce qu'il s'exprime avec beaucoup d'enthousiasme et les gens, dans certains cas, s'imaginaient qu'il inventait les mots qu'il utilisait. Sauf que le problème, c'est que dans la plupart des cas, ce n'était pas des inventions. À un moment donné, il disait en conférence qu'il y avait une femme qui l'avait entendu dire que l'orgasme est une thérapie, et la femme ne savait pas que le mot orgasme et thérapie, qu'est-ce que ça signifiait. Donc, elle vivait de l'incompréhension. Elle ne comprenait pas ces deux mots qui l'empêchaient de comprendre son affirmation. Donc, à ce moment-là, elle pouvait s'imaginer plein de choses. Et il y a des gens qui s'imaginaient que ces livres, parce qu'ils écrivaient quand même des grosses briques, n'étaient pas des livres qui étaient pleins, qui étaient réels. Donc, il y a une femme qui s'imaginait, entre autres, il raconte ça souvent en conférence, que dans l'un de ses livres épais, avec plusieurs centaines de pages, que c'était pas un vrai livre, c'était tout simplement un endroit pour cacher une bouteille d'alcool. Donc, c'était un faux livre pour dissimuler à l'intérieur de bouteilles d'alcool, et la personne a eu un choc lorsqu'elle a réalisé que le livre était écrit et c'était des vraies pages. Donc, elle s'imaginait que elle pouvait pas être possible que cet individu-là écrit des livres pareils. Donc, il a connu une incompréhension du public, parce que le décalage entre le niveau d'érudition intellectuelle qu'il a et de connaissance du public est extrêmement grand. Et ça donnait place, bien sûr, à beaucoup de situations comiques dans ses interventions auprès du public, surtout dans le cadre de Ligue ouverte ou aussi d'entrevues faites avec des journalistes, des animateurs radio. Donc, il a été divertissant à écouter. Et c'est sûr que le livre d'un journal de demi-urge présente une grande quantité de mots. Il y a un vocabulaire riche et diversifié. Et ça m'a donné, à travers cette lecture-là, le goût de développer du vocabulaire, puis le goût aussi d'utiliser avec très grande justesse les mots pour procéder à des descriptions.
Soudain, c'est un livre que j'apprécie lire beaucoup lorsque je suis en vacances pour me divertir. Et là, je prends des pages au hasard du livre là, et je lis ça. C'est sûr que c'est un livre depuis des années que je vais lire à temps à autre, étant donné qu'il est très vaste. Là, il y a plusieurs centaines de pages. Et ça me fait voir aussi le vécu d'un individu en lien avec la conscience. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant. Mais ce qui est particulier chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime avoir du plaisir de vie, à la différence de d'autres personnes qui sont plus desséchées ou désenchantées ou sont plus dans les mortifications. Il y a certaines personnes qui, dans le passé, dans le domaine de la conscience, s'auto-flagellaient. Donc, s'auto-fouettaient, s'auto-infligeaient des souffrances. Alors qu'au contraire, lui propose un rire rédempteur et d'avoir du plaisir avec cette conscience-là. Donc, c'est un rapport très différent à la conscience que les êtres dans le passé ou ce qu'ils croyaient que, quelque part, il fallait souffrir pour accéder à la conscience ou à l'éveil. Il fallait se faire souffrance pour accéder au paradis. Donc, c'est une vision qui est très différente du monde et qui doit être prise, à mon point de vue, en considération. Ensuite, comme troisième choix de proposition de lecture, c'est sûr qu'il y a aussi le livre de Dialogue avec mon supérieur immédiat de Jean Cazot, auteur dans le domaine de la métaphysique et de l'ufologie. Donc, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Parce que ça a été le premier livre que j'ai acheté dans le domaine de la conscience au début des années 2000. Donc, il est question d'un dialogue entre l'humain et l'esprit. Donc, nous pouvons y lire la communication que l'auteur a avec son esprit. Donc, j'ai lu ce livre en pleine période d'intériorisation et de voir cette communication faisait écho à celle que je vis moi-même dans mon fort intérieur. Donc, le simple fait que l'auteur me reflète ça a été d'une très grande utilité. Et ça, c'est un livre que j'ai lu avant de lire le dialogue avec l'Invisible de Bernard de Montréal, où on voit l'auteur qui communique avec l'Invisible. Donc, ça a été le premier livre, pour moi, que j'ai lu, où il a été question de dialogue entre l'être humain et l'Invisible. Et c'est la raison pour laquelle je le mets en troisième position. Par la suite, du même auteur, Jean Cazot, L'Esprit de Thomas. Donc, c'est un livre que je dois dire qui a été réédité récemment, revu et adapté par son auteur. Et ça a été fait sous le nom des coulisses. En fait, ça s'intitule Les coulisses de l'univers. Donc ça, c'est le titre de la réédition de ce livre qui a été réajusté par l'auteur. Mais dans l'esprit de Thomas que j'ai lu, parce que là, j'ai pas lu l'autre version, le mis à jour, je peux dire que c'est un livre que je trouve intéressant parce qu'il présente la réalité humaine et celle du monde des esprits. Donc, on parle là-dedans là, de qu'est-ce qui se passe avant l'incarnation et après cette dernière. Ce livre nous permet de connaître la perspective des esprits qui œuvrent dans les coulisses des événements planétaires que la personnalité, l'ego, qui est associé à eux, va connaître. Plus particulièrement dans le livre de l'Esprit de Thomas, il est question de la vie d'un être humain, donc Thomas, sur Terre, et également celle de son esprit qui ont deux consciences différentes. Donc, on voit d'un côté les événements qui sont préparés dans les coulisses de par les esprits ensemble. Donc, ce livre m'a amené à faire beaucoup de réalisations. Ce livre me ramène entre autres à la réalité que derrière les événements, comme par exemple une rencontre significative dans ma vie avec une autre personne, il y a une entente au préalable entre les esprits, donc mon esprit et celle de l'autre personne pour que cette rencontre aille cours et que les deux contreparties terrestres l'effectuent. Autrement dit, les esprits se coordonnent ensemble, planifient des événements. Donc, autrement dit, d'avoir accès aux coulisses, c'est intéressant parce que d'un côté, par exemple, un esprit va décider que sa partie terrestre va être confrontée à un accident automobile difficile parce que ça va lui permettre par la suite de s'intérioriser et de prendre contact de manière volontairement consciente avec lui. Et comme la personne ne peut pas s'intérioriser autrement, l'esprit va préparer l'événement avant qu'il ait cours pour que par la suite l'individu le vive et par la suite s'intériorise pour être en mesure de comprendre, en discutant avec lui par après, une fois que le contact est établi, pourquoi il a vécu l'événement et son utilité évolutive. Donc, c'est sûr que sur le coup, lorsque l'individu est inconscient de l'existence de l'esprit, des plans de vie,
la programmation, des événements qui peuvent être planifiés dans son existence. Il peut trouver ça difficile de réaliser tout ça et de vivre l'événement. Donc, quelqu'un qui vit un accident automobile, c'est pas agréable. Moi-même, j'en ai vécu un quand même important, dans le sens que mon auto a été beaucoup endommagée. Par contre, j'ai pas été blessé, mais je veux dire, c'est pas agréable. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vit un événement qu'il n'a pas choisi et que c'est souffrant, c'est pas agréable. Par contre, si l'événement lui permet de se conscientiser puis d'établir un contact avec l'invisible puis de réaliser pourquoi c'est intelligent qu'ils vivent ça et que quelque part de vivre cet événement-là vous lui permettre d'accéder par la suite à des capacités psychiques comme par exemple la télépathie, de la voyance, ben, ça peut avoir son utilité évolutive, surtout si le contact avec l'événement permet de rehausser son taux vibratoire et d'amener l'individu à croître en conscience, en discernement et en maturité psychique, donc à évoluer. Donc, c'est sûr que l'événement, sur le coup, ça fait pas plaisir à l'ego, mais ça peut être un mal pour un bien à long terme, dans le sens que si un événement difficile permet à quelqu'un, pour le reste de sa vie, de devenir plus conscient, de devenir plus intelligent, bien, à ce moment-là, cet événement-là est plus utile que nuisible, objectivement, sur une longue période de temps. Même si sur le coup, c'est difficile à vivre. Donc, autrement dit, un esprit peut mettre en place un événement dans la vie d'un individu. Lorsqu'un individu est conscient, il le subit. Par la suite, s'il communique avec l'esprit, ben, l'esprit peut lui expliquer que, il avait planifié cet événement-là pour telle raison. Puis par la suite, l'esprit peut lui expliquer pourquoi aussi que cet individu-là s'est incarné dans la matière. Il peut lui dire plein de choses, en fait, par rapport à d'autres événements aussi qui vont avoir cours, etc. Donc, le rapport avec l'invisible se clarifie et il y a une intégration de cette conscience-là, plutôt que ce soit vécu d'une manière totalement dissociative ou séparée. Mais pour en revenir au livre de l'Esprit de Thomas, c'est que ça nous permet de voir ça, cette préparation d'événements-là qui se fait dans les coulisses. Donc, autrement dit, par rapport aux événements majeurs de la vie, que ce soit quelqu'un qui naisse, les parents sont choisis par l'esprit, c'est occulte. Entre l'esprit de la mère puis l'esprit de l'enfant s'incarner, il y a une communication préalable. Ça, c'est clair. Ensuite, le moment de la mort aussi, c'est orchestré par des entités. Donc, c'est sûr qu'il faut être conscient que quelque part, il y a une vie humaine qui se fait ici, mais que dans l'invisible, dans les coulisses, il y a une gestion des événements humains qui s'effectuent. Il faut réaliser ça et le livre est un bon moyen d'y arriver. Ensuite, dans les livres que j'ai choisis, il y a également La Genèse du réel de Bernard de Montréal. C'est un livre quand même assez volumineux. On parle d'environ 800 pages ou du matériel à caractère impersonnel et canalisé. Donc, la vibration qui s'en dégage est haute et on présente les principes fondamentaux de la conscience supramentale qui sont abordés. Ce livre va être sans doute encore valide dans 1000 ans, dans le sens que c'est un livre qui sert à dresser l'architecture fondamentale des principes évolutifs pour le cycle présent. Donc, c'est un livre qui vise à diffuser l'instruction supramentale à l'échelle du globe. C'est sûr que par rapport à Bernard, qui a publié officiellement 3 livres, dans les livres que je vais préférer, c'est sûr, c'est Dialogue avec l'invisible qui met l'emphase sur la communication avec l'invisible, alors que dans La Genèse du réel, c'est la communication. En fait, c'est pas de la communication, c'est de la canalisation de principes fondamentaux de la conscience supramentale. C'est pas pareil. La vibration est très haute, fait que c'est pour ça que je l'ai noté. Parce qu'on peut prendre n'importe quel passage au hasard et on lit ça et ça nous met en contact avec une vibration élevée. Donc, ça a son utilité si vous êtes, par exemple, désajusté sur le plan vibratoire, vous tombez dans les sables mouvants dans la réflexion, dans de l'angoisse, dans de l'anxiété, vous venez de vivre un choc qui vous amène à vivre un état dépressif, de lire un peu de Genèse du réel, ça peut vous aider à vous stabiliser au niveau de l'ego. Donc, ça a son utilité pour ça. Et par la suite, dans les livres que j'ai sélectionnés, il y a La science de l'esprit de Marc Lassalle que j'ai beaucoup apprécié. Donc, il y a question de certains éléments en lien avec la psychologie de l'être humain qui évolue en conscience. Donc, il est question, entre autres, de la colère, de la crainte, de la rébellion, de la désinformation. Donc, c'est un livre qui peut être utile pour des gens qui veulent aller plus loin dans la compréhension du réel. Donc,
de comprendre la réalité de nature vibratoire, la multidimensionnalité du monde dans lequel nous nous trouvons. En fait, il est question d'éléments qui sont à intégrer sur le plan personnel pour nous amener plus loin dans le développement d'une psychologie supramentale. Donc, d'où l'utilité du livre, là, de mon point de vue. Et c'est sûr que c'est pas nécessairement le livre que je proposais aux gens qui commencent un processus de conscientisation. Les gens que ça fait un certain temps, je vais leur proposer ce livre-là pour aller plus loin dans l'exploration de certains sujets, comme notamment la colère. Sinon, par la suite, en 7e position, dans un cadre différent, parce que les premiers livres étaient en lien plus avec le processus de conscientisation, là, je vais tomber avec des livres qui sont plus d'utilité pratique. Alors, en 7e position, j'ai décidé d'y mettre le livre qui s'intitule « En as-tu vraiment besoin ?» de Pierre-Yves McSween. Donc, c'est un auteur québécois et c'est un livre qui a pour utilité de donner des conseils pratiques pour favoriser une bonne gestion financière. C'est un livre dans lequel, bien sûr, il va faire la critique de la surconsommation de la société présente et c'est un livre qui nous permet de développer une intelligence financière. Donc, c'est sûr que par rapport à ce livre-là, ça nous amène à nous poser la question, on se proposer des choses, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, si on nous propose, par exemple, d'acheter une garantie prolongée par rapport à un produit de consommation, il faut se poser la question, en as-tu vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile de dépenser de l'argent pour ça? Et ce genre de questions que le livre nous permet de répondre. Parce que de vivre un processus de conscientisation, c'est une chose, mais d'être capable de gérer l'aspect financier, l'aspect pratique de l'existence en est une autre. Parce que, de mon point de vue, d'être capable de gérer adéquatement son argent, comme le fait cet individu qui est comptable de profession, qui est diplômé, c'est extrêmement utile parce que la conscience intégrale inclut de la conscience pratique. Donc, de gérer ses finances avec intelligence, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement pertinent. Et ça, que vous soyez fusionné ou non avec l'esprit, en contact ou non avec le double, c'est intelligent, bien gérer ses finances. Point à la barre, et c'est la raison pour laquelle j'ai identifié ce livre. Ensuite, en 8e position, il y a le livre qui s'intitule « Vieillir en santé, c'est possible » de Michel Sirois et Sylvie Belleville. C'est un livre qui est utile pour comprendre le processus naturel du vieillissement du corps physique auquel nous sommes susceptibles d'être confrontés, dont notamment la diminution du fonctionnement de la vision, de l'audition, de l'odorat et de la masse musculaire à mesure que nous avançons en âge. Donc, ce livre sert à nous donner des notions de base en matière de gérontologie. C'est un livre qui est utile pour les gens qui ont accompagné notamment des proches vieillissants en perte d'autonomie, dont notamment par rapport à des gens qui sont des aidants naturels. Donc, mieux comprendre qu'est-ce que vivent leurs proches et aussi mieux comprendre éventuellement ce qu'ils peuvent vivre aussi sur une base personnelle. Ce livre propose beaucoup de conseils pratiques pour faire une gestion intelligente du processus de vieillissement, éviter notamment les chutes, par la suite être en bonne forme physique, bien s'alimenter, être aussi alerte sur le plan intellectuel, donc être capable de s'occuper aussi sur le plan intellectuel. Donc, on donne différents conseils pratiques pour bien vieillir. Pour moi, c'est intelligent d'être capable de bien gérer son processus de vieillissement. Donc, il est question dans le livre que, selon une recherche qui a duré près de 75 ans, ce qui rend les personnes heureuses et en bonne santé, c'est la qualité des relations qu'ils entretiennent avec les individus plutôt que l'argent. Donc, c'est le facteur principal. Donc, ce que ça dit, c'est que les gens qui ont de bonnes relations avec d'autres individus vont vivre plus vieux et en meilleure santé que d'autres. Donc, il est suggéré notamment d'éliminer les relations toxiques et je suis totalement d'accord avec ce propos. Donc, ce qui favorise la santé, c'est d'être en contact avec des individus équilibrés pour des relations d'amitié et de nouer des liens avec des gens qui sont sains. C'est sûr que sur une base professionnelle, vous pouvez
être en contact avec des individus qui sont déséquilibrés, malsains, mais en autant que vous ayez la capacité de vous positionner intelligemment par rapport à eux, donc être stable dans le mental, pour pas que leurs vibrations vous atteignent et vous déstabilisent et vous amènent dans un état de dépression ou de déchéance sur le plan psychologique. Donc c'est sûr que sur le plan professionnel, on choisit pas nécessairement tous les gens qui nous entourent, mais sur le plan de l'amitié, il est possible de le faire. D'où l'intelligence de bien s'entourer. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qui est abordé. Il y a d'autres choses aussi. On nous donne des conseils, par exemple, pour les gens qui sont atteints d'insomnie, parce que par rapport au processus naturel du vieillissement, ça fait en sorte que la quantité de sommeil profond et réparateur a tendance à diminuer. Et les gens vieillissants ont tendance à avoir un sommeil qui est plus léger, donc dormir moins longtemps et d'une manière moins réparatrice. Et pour compenser par rapport à ça, on nous donne des conseils pratiques, comme par exemple d'éviter de faire une sieste passée l'heure de 16 heures, donc 4 heures de l'après-midi, parce que si on fait une sieste à un moment qui est très rapproché de celui qu'on va dormir, ça se peut qu'on ait moins le goût de dormir. C'est tout simplement du bon sens, là. Si on est reposé puis on n'est pas tellement fatigué puis on va se coucher après, ben on dormira pas. Par contre, si on fait une sieste le matin ou au milieu de l'après-midi, c'est correct. Mais il y a des choses comme ça qu'on nous donne comme conseil. Et la sieste, faut pas qu'elle soit trop longtemps, pas plus qu'une demi-heure. Parce que sans ça, à ce moment-là, la personne va avoir moins le goût de dormir. Donc, il y a des choses comme ça, des conseils qui sont intéressants à prendre en considération. Et ça, que la personne soit en processus de vieillissement ou non, c'est du bon sens. C'est un petit peu comme par rapport aux cataractes. Il est question que les personnes âgées qui ont des cataractes, c'est en relation, entre autres, avec l'exposition aux rayons ultraviolets produits par le soleil. Donc, si les yeux, sur une longue période de temps, sont exposés à ces rayons, ça peut occasionner des cataractes. Donc, c'est sûr que pour prévenir les cataractes, bien, c'est de porter des verres fumés avec un filtre adéquat des ultraviolets. Parce que dans le livre, il est question, c'est pas parce que vous achetez des verres fumés qu'automatiquement, ils vont filtrer adéquatement les verres ultraviolets. Il faut vous vérifier par rapport à ça. Et c'est sûr que le livre est utile même à lire pour des jeunes parce qu'il y a un adage qui dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Donc, autrement dit, si la personne qui est jeune, qui a 20 ou 30 ans, lit ce livre-là puis dit « OK, je vais utiliser des lunettes fumées avec un filtre adéquat pour les rayons ultraviolets », puis la personne porte des verres fumés ou des verres de transition qui permet de bien filtrer ces rayons, eh bien, à ce moment-là, ça se peut qu'elle se ramasse à avancer en âge dans la période de la vieillesse sans avoir de cataracte. Donc, il y a des aspects de prévention comme ça qui, par la bande, peuvent être mis en application, avoir une certaine utilité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai identifié ce livre en 8e position. Ensuite, en 9e position, j'ai mis le livre qui s'intitule « Père riche, Père pauvre » de Robert T. Kiyosaki. Alors, dans ce livre, on parle d'un père de famille qui est très éduqué, avec un diplôme universitaire, mais qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup d'argent, alors qu'il y en a un autre qui est très riche, qui n'a aucune formation académique, mais qui est doté de sens pratique. Donc, il y en a un des deux qui développe une intelligence théorique, il a des diplômes, il est professeur, l'autre, une intelligence pratique, sans diplôme. Et ce livre nous ramène au fait que l'intelligence pratique est fondamentale pour obtenir de l'argent et aussi la conserver et la faire fructifier. Donc, l'éducation en tant que telle ne permet pas nécessairement d'être riche. L'un des mythes populaires, c'est de dire à des jeunes enfants, va chercher un diplôme à l'université, avec ça, tu vas avoir une belle vie, tu vas devenir très riche. C'est pas tout le temps le cas. Il y a des diplômes qui donnent pas nécessairement accès à des bonnes possibilités d'emploi ou à des bons salaires. Donc, quelqu'un qui va faire un diplôme en sociologie ou en philosophie, ça se peut qu'il ait de la difficulté à bien gagner sa vie, alors qu'il y en a un autre qui va faire au Québec ce qu'on appelle un DEP. Il va aller faire un cours dans la construction, puis ça se peut qu'il gagne un salaire plus élevé en travaillant dans la construction
qu'avec un diplôme universitaire très exigeant sur le plan académique. Donc, l'équation diplôme égale prospérité financière n'est pas automatique. Donc, ça, c'est un grand mythe qui doit être éliminé là, dans la croyance populaire. Là. Donc, c'est ce que le livre vise à faire. Et le livre vise à nous donner aussi des conseils pratiques au niveau financier. Kiyosaki a écrit d'ailleurs plusieurs livres par la suite, suite à ce best-seller qui nous donne les concepts de fond sur lesquels il va élaborer un peu plus dans d'autres livres. Dans son approche au niveau financier, il part du principe très simple que un actif, il y a une définition particulière de l'actif, c'est que c'est tout ce qui nous permet d'augmenter. En fait, c'est tout ce qui donne une valeur qui augmente au fil du temps. Par exemple, un placement boursier qui augmente en valeur au fil du temps, c'est un actif. Par contre, pour lui, une maison où on réside, c'est pas un actif parce que ça nous occasionne une dépense. D'y résider, on va payer des taxes, etc. et ça ne nous donne pas un revenu. Par contre, un immeuble à logement locatif qui permet de récolter des revenus à chaque mois, parce que les locataires de loyer donnent aux propriétaires à chaque mois un revenu, donc le montant du loyer qu'ils paient, ça peut être vu comme un actif parce que ça permet d'accéder à de l'argent. Alors, vous voyez que ça sort du sens commun parce que traditionnellement, on peut considérer une maison qu'on utilise ou une auto qu'on utilise comme étant un actif. Tandis que lui, de son point de vue, un actif, c'est seulement ce qui prend de la valeur avec le temps. Donc, autrement dit, si la maison n'augmente pas en valeur avec le temps, c'est pas un actif. Puis de son point de vue aussi, c'est que, de ce que j'ai compris, c'est que si la maison augmente un peu en valeur avec le temps et suit l'inflation, mais tout le reste augmente aussi en valeur, les biens de consommation, etc., bien, ça fait en sorte que l'augmentation n'est pas réelle. Donc, autrement dit, si la maison prend 5% de la valeur, mais en même temps, le coût de la nourriture augmente de 5%, ben, il y a une augmentation objective de la valeur de la maison qui est nulle. Elle fait juste suivre l'augmentation qui est due à l'inflation. Donc, à ce moment-là, c'est pas une augmentation qui est réelle. Donc, c'est sûr que par rapport à l'aspect financier qui est très important, je vous invite, s'il y en a qui s'intéressent, à lire ce livre-là, un peu comme l'autre là, de Pierre-Yves McSween. Pierre-Yves McSween, c'est sûr que c'est un comptable, fait que son rapport avec l'argent est plus défensif de ce que je perçois, c'est-à-dire c'est plus comment éviter les pertes d'argent. Tandis que Kiyosaki, au contraire, il y a l'aspect éviter les pertes d'argent, mais aussi augmenter votre capital, puis donne des conseils plus pour augmenter votre richesse. Donc, c'est une autre façon de voir, parce qu'on peut s'enrichir en retenant l'argent et on peut s'enrichir également en augmentant la quantité d'argent auquel on a accès. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui peuvent m'entendre parler d'argent puis sont très spirituelles, puis ils vont dire « Ah, vouloir faire de l'argent, c'est pas beau, c'est caca, c'est péché. » Je vais leur dire « Non. » À un moment donné, l'individu qui se conscientise, il a le droit d'avoir une vie qui est prospère, il a le droit d'avoir accès à une autonomie financière et c'est important. Donc, si vous voulez faire un vœu de pauvreté, de chasteté, puis de vous priver de l'argent, ça vous appartient et vous vivrez en conséquence. Par contre, de mon point de vue, d'avoir accès à de l'argent, c'est intelligent parce que ça nous donne de la marge de manœuvre et ça nous permet justement de composer par rapport à certains événements difficiles de l'existence. Donc, de mon point de vue, avoir une intelligence financière, c'est fondamental. Sinon, dans les livres que j'ai identifiés, il y a également comme livre en 10e position, celui qui s'intitule « La fabrique du bonheur, vive les bienfaits de la psychologie positive au quotidien » de Martin Seligman. De mon point de vue, c'est l'un des meilleurs livres dans ce qui se fait présentement dans le domaine de la psychologie. C'est sûr qu'après la philosophie du bonheur, le jovialisme que je vous parlais tantôt d'André Moreau, il y a également la psychologie du bonheur avec Martin Seligman. Donc, c'est un auteur qui est un psychologue, c'est un professeur d'université et qui a été même président de l'Association américaine de psychologie, donc l'APA. Donc, c'est quelqu'un qui est renommé au niveau intellectuel, là, quand même. Là. C'est pas un deux de pique, c'est quelqu'un de très intelligent. Intellectuellement,
Donc, c'est sûr que ce livre-là de psychologie, c'est pas un livre là, vibratoire là, de psychologie supramentale. Non, c'est un point de vue qui s'appuie sur des données intellectuelles. Il faut que vous le compreniez, là. Et c'est un livre qui parle de la psychologie positive. Et ce qui est important de préciser, c'est que la psychologie positive, là, c'est pas de la pensée positive là, qui s'appuie sur des croyances naïves et d'auto-persuasion et d'auto-suggestion hypnotique, là. Donc, c'est pas de la pensée magique, là. Donc, vous avez dans le domaine de la croissance personnelle, il y a des gens qui vont dire « Ah, imaginez-vous multimillionnaire, puis vous allez être multimillionnaire. » C'est pas ça du tout auquel je fais référence quand je parle ici de psychologie positive. Donc, la psychologie positive qu'il est question, c'est une approche qui s'appuie sur des études scientifiques pour déterminer rigoureusement ce qui contribue concrètement à l'épanouissement et au fonctionnement optimal de l'individu. Donc, c'est fait par des universitaires, c'est fait par des chercheurs. Donc, c'est des gens qui ont une autorité intellectuelle plutôt que des gens qui sont tout simplement des intuitifs naïfs, là. Donc, c'est là-dessus que je vais mettre l'emphase, là, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, t'es dans la pensée magique. » Non, non. La psychologie positive, dans la façon que je l'entends ici, c'est un courant de pensée intellectuel. Donc, c'est sûr que c'est d'intellectuel, c'est pas du supramental. Donc, attendez-vous pas à du matériel vibratoire, mais c'est du matériel qui est intéressant parce qu'en s'appuyant sur des études scientifiques, des recherches, on peut faire des constatations. Donc, à ce moment-là, c'est des choses qui ont une certaine utilité. À un moment donné, j'avais assisté à une conférence qui parlait de psychologie positive et son auteur disait ceci, c'est que selon des recherches scientifiques, le niveau de bonheur et d'argent sont interreliés dans une certaine mesure. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent, ça lui permet de répondre à ses besoins de base, se loger, se nourrir. Ça lui donne un certain niveau de bonheur qui croît en conséquence, parce qu'après tout, la personne qui meurt de faim, qui peut pas répondre à ses besoins physiques, ben elle est pas heureuse. Donc quelqu'un qui a de la base là, c'est-à-dire qui est capable de manger adéquatement, être en bonne forme physique, est capable de se payer un programme d'entraînement, il est capable de se loger dans un endroit qui est sécuritaire, ça participe à son bonheur, l'argent. Par contre, dépasser un certain niveau, la corrélation entre les deux n'est plus en ligne droite et automatique. Dans le sens que c'est pas parce qu'une personne va gagner 2 fois plus d'argent qu'elle va être 2 fois plus heureuse. Parce que quelqu'un qui répond à ses besoins de base par la suite, si elle a plus d'argent, ben ça peut participer à son bien-être, mais c'est pas automatique. Donc ça, c'est un élément que j'ai trouvé intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire que je vais doubler de salaire, je vais être 2 fois plus heureux. Non, c'est pas automatique, puis peut-être qu'en doublant de salaire, la personne va augmenter de bonheur, mais d'un certain pourcentage, peut-être de 5%, et non pas de 100%. Donc, des nuances comme ça que ça nous permet d'apporter, et ça, c'est en lien avec des études scientifiques. Donc, ça a une certaine autorité au niveau du savoir. C'est sûr qu'habituellement, ce que je dis aux gens, appuyez-vous sur votre sensibilité vibratoire, si vous êtes capable de percevoir la vibration derrière les formes pour faire preuve de discernement. C'est sûr que dans le domaine de la psychologie, il y a beaucoup de livres présentement qui se développent, mais ça a été celui de Martin Seligman que j'ai trouvé le plus intéressant parce que présentement, il se développe une nouvelle branche depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire celle de s'intéresser aux éléments qui favorisent le bonheur et le bien-être de l'individu, plutôt que de s'intéresser aux pathologies, aux problèmes. Parce que pendant plusieurs décennies, la psychologie s'est intéressée à étudier les cas de dépression, la schizophrénie, les problèmes de santé mentale, la névrose, ces choses-là. Et la psychologie, à l'origine, c'est sûr, était beaucoup pour le diagnostic de pathologie, donc les problèmes, etc. Et là, au lieu de se tourner son regard, encore une fois, vers les problèmes, là, on se tourne vers qu'est-ce qui fonctionne pour favoriser le bonheur de l'individu. C'est sûr que de tourner son attention sur régler des problèmes liés, par exemple, à des gens qui ont des problèmes de troubles anxieux, etc., ça a son utilité. Mais ça peut être intéressant aussi de tourner son attention sur, une fois qu'on est en santé, on est équilibré, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un vécu qui est optimal?
pour augmenter son indice de bonheur quotidien. Et c'est le genre d'étude qui est extrêmement utile à l'époque présente pour permettre à des individus d'accéder à leur plein potentiel, de se réaliser, d'être davantage heureux. Donc, au lieu d'avoir une psychologie qui sert strictement à limiter les dégâts liés à des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont magnéco-dépressifs, qui capotent, ben là, on s'intéresse à ceux qui sont en santé, puis comment optimiser l'état de l'individu, ce qui est, de mon point de vue, intelligent dans un certain sens. Donc, vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est ce qui complète à présent la présentation de ce palmarès par rapport aux 10 ouvrages que je trouve les plus intéressants. C'est sûr que pour moi, c'est eux autres. Pour une autre personne, ça serait d'autres ouvrages et c'est tout à fait correct. Et par rapport à ces ouvrages, donc à l'égard des noms des auteurs et également des titres des livres, vous allez pouvoir les retrouver naturellement en bas de cet enregistrement.